Allez, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ensemble, on va parler un petit peu de la santé du consommateur parce que ça va être le Graal pour un petit peu jouer la suite sur les marchés. Et on en parle notamment dans une autre vidéo que j'aurais publiée avant ou après celle-ci. Mais là, on va s'occuper vraiment du consommateur. Et donc, la première image qu'on nous dit, c'est que le consommateur a été résilient jusqu'à maintenant, notamment le consommateur américain, mais qu'il commence à avoir bouffé ses réserves. Alors, deux choses l'une, si vous voulez, c'est toujours la même chose. C'est les gens, évidemment, ce sont les foyers les plus modestes qui, en effet, ont bouffé leurs réserves et qui compensent actuellement par du crédit. Et donc, on a une hausse des cartes de crédit, ce genre de choses-là, notamment aux US. Mais l'économie continue de tenir, et donc on se dit c'est surprenant, etc. Mais en fait, si vous voulez, on a ce graphique ici qui nous explique que si en effet de plus en plus une large partie de la population, notamment US, a bouffé les économies du Covid, et n'est plus du tout aidé. En France, c'est différent, on continue d'être très fourni, d'avoir énormément de réserves, mais en fait, si vous voulez, en fait, vous avez le gros de ces réserves-là qui est aux mains de moins en moins de personnes et qui est aux mains des plus riches, puisque l'on voit en gros qu'on a 80% des foyers aujourd'hui qui ont globalement bouffé leur surplus d'épargne qu'ils avaient du Covid. Ce qui a permis de compenser, c'est les augmentations de salaire. Mais maintenant, là aussi, ce que l'on voit dans les dernières statistiques, c'est que même si l'emploi se comporte très bien, il n'y a plus ce gain de négociation de l'employé par rapport à son employeur, puisqu'il est capable de trouver plus facilement, on va dire, de la main-d'œuvre et donc de proposer de moindres hausses de salaire. Donc on a cette pression sur les salaires qui est moindre, ce qui est bon pour l'inflation et ce qui permet de valider, si vous voulez, que le marché de l'emploi commence à s'équilibrer. Donc là aussi, c'est un processus qui est très long, c'est le dernier maillon de la chaîne, si vous voulez, mais c'est ça qui est important. Et donc dans ce graphique, ce que l'on voit, c'est que en effet, vous n'avez plus qu'une petite part de la population qui conserve encore un certain taux d'épargne supérieur, et donc qui est vraiment le niveau, si vous voulez, de personnes qui continuent de pouvoir dépenser. Et puis, de la même manière, si vous voulez, c'est une classe de la population qui est considérée comme riche. Et le deuxième graphique, si vous voulez, qu'on vous montre en règle générale jamais, hein, on va juste vous faire peur en vous disant tout le monde a bouffé l'épargne. Alors évidemment, c'est la majorité des gens, donc ça impacte, on va dire, la consommation de base. Mais ce qu'on oublie de vous dire également, c'est OK, ce niveau d'épargne, combien il représente. Et ce que vous voyez, c'est l'explosion de ce niveau d'épargne. Donc certes, on a une majorité de la population qui n'a plus rien, qui marche au crédit, etc. Mais on a aussi, finalement, on est dans le pur Pareto, une petite partie de la population qui a énormément d'encours, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Donc là, c'est en cumulé, si vous voulez, donc avec 100% de la population. Donc on part du principe voilà, que c'est les liquidités, ou en tout cas des actifs qui sont également, qui sont également plus liquides. Mais en gros, vous voyez bien qu'à côté de l'endettement, à côté des craintes en effet de moindre épargne, on a aussi énormément d'actifs. Donc certes, ces actifs-là peuvent baisser, bien entendu, mais pour l'instant, il y a deux poids, deux mesures, et il faut bien considérer tous ces éléments-là. Il y a un point essentiel aussi que je trouve important, c'est regarder l'évolution un petit peu euh, des actifs, de la population. Regardez l'explosion et le côté exponentiel que l'on a depuis le Covid. Donc là, ce qui est important de voir, on ne le voit pas nécessairement bien sur ce graphique, mais on nous parle toujours des inégalités, etc. Et ce qui est important de comprendre, si vous voulez, c'est que ces inégalités ont finalement reculé. Alors, je ne sais pas si on voit bien le graphique, mais hop, ces inégalités-là ont globalement reculé. Si je passe, hop, comme ceci, et on voit que, on va dire, la classe qui a le plus profité finalement de la hausse des actifs, c'est la classe moyenne, voire la classe pauvre, puisque l'essentiel de leurs actifs sont dans l'immobilier. L'immobilier a bien évolué, et donc c'est essentiellement des gens qui ont un patrimoine qui est en immobilier, et donc on va dire c'est eux qui ont profité le plus de la hausse des prix. Donc c'est ça aussi qui est à considérer et qui est intéressant, c'est que l'inflation, la hausse des salaires, la hausse de l'immobilier et le fait que les années Covid ont permis de prendre des crédits, et même aux US à taux fixe, à des taux très bas, font qu'aujourd'hui on a des,
finalement, toutes les classes qui ont profité de cela pour s'enrichir, et notamment, on va dire, proportionnellement parlant, bien entendu, mais les classes moyennes et pauvres qui en ont profité le plus. Ce qui est important également de prendre en connotation, c'est donc les niveaux d'emprunt. N'oublions pas que les subprimes ont quand même appris quelque chose aux États-Unis, c'est qu'il y a de plus en plus de taux fixes, et on se retrouve, comme en France, avec énormément de personnes qui ont profité du Covid pour avoir des taux très bas. Et aujourd'hui, certes, on a une baisse des transactions dans l'immobilier, mais donc on se retrouve avec énormément de gens qui sont coincés, si vous voulez, même s'ils voudraient changer éventuellement d'habitation, vendre celle-ci, en acheter une autre, eh ben, ils ne peuvent pas nécessairement le faire puisque la banque voudra leur renégocier le crédit et donc ils préfèrent rester sur leur crédit à taux fixe à 1, 1,5% si vous voulez, plutôt qu'en prendre un nouveau à 3,5, 4%, voire plus aux États-Unis. Et une des raisons pour lesquelles également le marché immobilier résiste aussi bien, c'est parce que voilà, on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont bloqués dans leur crédit à taux bas, à taux fixe, et donc qui ne veulent pas en changer. Et des gens aujourd'hui qui prennent des taux, finalement, c'est la minorité. Et c'est pas ça qui va vous créer un crack immobilier. Donc on est plus dans du gel des transactions et dans un lissage que dans quelque chose qui va pousser au crack. Et n'oublions pas également que de l'autre côté, l'économie va bien. Ce qui pousserait les gens à vendre, même parce qu'ils ont un crédit à taux bas, etc., ça serait que l'économie se dégrade fortement, qu'ils perdent leur emploi et que ça soit quelque chose qui soit vraiment dépressif au niveau économique. Et là, on voit, on n'y est pas encore. Même chose pour les entreprises. On a beaucoup de renégociations de dettes qui doivent être faites en 2024 et surtout en 2025. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas, mais d'ici 2 ans, le problème va se poser, surtout si les taux n'ont pas rebaissé entre-temps. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'on a une fenêtre de tir aujourd'hui où le marché est plus stagnant qu'en crise, et tout va dépendre, si vous voulez, de la santé économique future et de savoir quand est-ce qu'au moment où on doit renégocier les dettes, si vous voulez, à quel niveau de taux on se retrouve à ce moment-là. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que moi j'ai jamais cru au fait que les taux resteraient élevés très longtemps, parce qu'on est dans des systèmes qui sont surendettés, et que tout cela tient très bien par des systèmes de poulies, parce qu'on a eu les hausses de salaire qui ont pris le relais, notamment du taux d'épargne, mais à un moment donné, si vous voulez, tout ça s'amenuise. Vous avez toujours énormément de liquidités, énormément d'argent, donc ce qui permet toujours au système de tenir, mais au fur et à mesure, si vous voulez, ça tient sur de moins en moins de gens et de part de la population. Mais on tient, si vous voulez, sur la base aujourd'hui que tout le monde a acté et profité. Quand vous allez voir dans des pays qui sont à taux variable, tout de suite, vous voyez, les marchés immobiliers ont d'ores et déjà perdu 25-30%. Donc on n'est plus du tout sur la même chose. Donc là aussi, nous, en France, on est plus ou moins protégé grâce à ces taux fixes, il faut pas l'oublier. Mais si jamais on doit rester dans un monde où les taux restent élevés, il y a fort à parier que les banques mettront la pression sur les politiques pour qu'on arrête les taux fixes et qu'on se mette à avoir du taux variable, si vous voulez, et qu'on réalise qu'on est dans une exception française par rapport à d'autres pays, même si ça existe, mais en général, quand vous empruntez à taux fixe, c'est toujours un taux supérieur par rapport au taux variable, mais bon, c'est une sécurité à long terme. Mais voilà, il faut prendre, si vous voulez, conscience un petit peu de tous les avantages que l'on considère comme acquis, mais qui sont des avantages par rapport à d'autres pays, par rapport à la volatilité des actifs. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu donc, ces différents éléments en graphique pour bien prendre en compte, si vous voulez, qu'on est sur un paquebot, que ça bouge pas du jour au lendemain. Il faut bien comprendre que les choses sont lentes et qui plus est, ne pas sous-estimer, si vous voulez, tout l'argent qui a inondé le marché depuis la fin des crises de subprime et surtout qui a été exponentielle à partir du Covid. Et donc tout ça va falloir le lisser. Et une manière dont les banques centrales sont en train d'essayer de le lisser, pour moi, c'est de le lisser dans le temps. Donc ça mettra du temps. Mais si jamais on doit avoir une perte de confiance au milieu dans les rouages, une dépression économique, c'est là en effet où on dégraisserait beaucoup plus vite, en mode crack, comme certains ont envie de l'appeler. Mais pour l'instant,
Rien ne porte à le croire, si vous voulez. On est toujours dans ce processus où on est dans le lissage lent et on ne sera dans la capacité, si vous voulez, de dire si ça se dégrade vraiment au point de rupture que certainement l'année prochaine. Il va falloir encore beaucoup de stats. C'est pour ça, si vous voulez, que beaucoup de gens disent que la bourse n'a pas de sens ou c'est n'importe quoi parce que on a un petit peu tout et son contraire qui nous est dit. Mais en fait, pas du tout. Le marché est juste en train de nous expliquer qu'il est dans l'indécision parce que il faut attendre. Il faut maintenant attendre. On est dans cette période de digestion un petit peu de tout ce que les politiques ont fait. Et n'oubliez pas qu'on a énormément d'élections l'année prochaine et que la politique dorénavant est court terme et que pour acheter les électeurs, on fait surtout pas du serrage de ceinture, alors que logiquement c'est ce qu'on devrait faire et on devrait laisser le marché un petit peu se nettoyer. Or ce n'est plus du tout ce qu'on fait. La problématique de tout ça, c'est qu'on sait très bien qu'à un moment donné, le marché va siffler la récré, mais on ne sait pas quand. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans de plus. On n'en sait absolument rien. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération et faire attention de jouer la fin de la récré, si vous voulez, alors qu'on n'en a aucune certitude. Voilà pour cette vidéo, un petit peu pour remettre l'église au centre du village, vous donner un petit peu les statistiques et les graphiques qui pour moi sont importants parce que sur les réseaux sociaux, on vous donne certaines stats juste pour aller, pour simplifier le raisonnement et aller que dans un sens, alors que, on le voit, la photo est beaucoup plus complexe que ça dès qu'on va dans le détail et à ce moment-là, on se met à comprendre pourquoi le marché est dans ce type d'hésitation. Plutôt que de dire le marché est débile, c'est souvent en fait qu'on n'a pas la bonne information ou on se focalise uniquement sur une information qui est biaisée ou tronquée. Le marché, lui, détient plus souvent la vérité que ce que vous voudrez bien le croire en fait. C'est bien souvent nous qui sommes biaisés. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les graphes.